4. Alors oui, je me suis trompée en fait sur la question du logement. Alors bien sûr c'est 1990, mais c'est plutôt à la rentrée de 1991 que l'événement du logement. En gros, je suis restée 1990 dans le même logement. J'ai donc fait mes trajets par le métro Alésia en ayant en fait, je comprends pourquoi j'ai des trous de mémoire parce que j'ai pas beaucoup dormi non plus. Et c'est donc oui à cette période-là, c'est juste après les vacances, donc après l'écriture de ma pièce, que j'ai dû déménager. Alors j'y pense parce que en fait ce qui m'a fait penser à ça, c'est la conversation que j'avais eue avec Mickaël. Il m'avait convoqué parce que j'étais arrivée 15 jours en retard. Et donc on était donc en deuxième année et j'étais très angoissée, déjà parce que elle n'avait pas noté correctement sur les papiers mon identité. Donc il fallait que j'aille retourner dans le bureau pour rectifier les papiers avant que le cursus commence, mais je suis arrivée un peu en retard au cursus à cause d'un événement dramatique donc qui était à cause de ce logement. Et à cause aussi d'une énorme querelle que j'ai eue, justement, sur le fait que la personne qui était en colocation avec moi ne comprenait pas pourquoi je devais utiliser un pseudonyme. Alors qu'est-ce qu'elle n'avait pas compris non plus, c'est que le pseudonyme existait déjà avant et que c'est juste qu'elle l'a pas remarqué, elle l'a pas voulu réaliser que c'était ma vie qui était en train de se jouer et pas le fait qu'on soit dans une relation personnelle. Alors ce pseudonyme en fait je l'ai trouvé il y a fort longtemps et je devais avoir 10 ans par là. Et puis j'avais toujours voulu être une actrice et donc j'avais trouvé mon nom de scène très rapidement. Ce pseudonyme est particulier parce qu'il est le nom un nom de famille et je devais d'abord, enfin, en ce qui concerne le protocole, je devais quand même demander à mon grand-père s'il acceptait que je porte son nom pour aller vers une profession médiatique. Je reçois l'approbation du grand-père, donc j'étais très contente. Donc il n'y avait pas besoin d'aller chercher à midi à 14h, à partir du moment où mon grand-père était très fier que je représente son nom. L'histoire est un tout petit peu plus compliquée, mais il va falloir passer par la science pour l'expliquer. Donc je ne vais pas passer par la science pour l'expliquer aujourd'hui. Je vais me contenter de parler du fait divers qui s'est passé autour et pourquoi il y avait aussi une petite pression, puisque mon père, lui, ne voulait pas que l'on soit reconnaissable par le nom. Donc en gros, il ne fallait pas que je porte son nom. Donc ça m'arrangeait personnellement puisque je ne comptais pas porter son nom. Donc toutes les choses étaient bien arrangées. Alors pour des raisons en fait particulières, c'est qu'il est une personne qui était plus ou moins essayiste et donc il avait pas mal d'écrits qu'il voulait représenter en tant qu'écrivain. Il faisait beaucoup de conférences. Donc l'un dans l'autre, ça m'arrangeait tout à fait qu'il y ait cette affaire réglée aussi administrativement, que ça soit décrété et qu'on on me nomme donc par mon pseudonyme qui est en fait mon nom. Un peu comme un Indien qui a reçu ses plumes sur sa tête. Voilà, bon maintenant j'ai mes plumes sur ma tête. Et donc j'ai rendez-vous avec Mickaël, qui lui me convoque pour me dire, qui me demande pourquoi est-ce que je suis arrivée en retard. Alors, comme je ne pouvais pas lui expliquer que je m'étais pris une problématique à la rentrée sur le système du logement, etc.,
j'ai été plus ou moins évasive. J'ai pas voulu. Par contre, j'ai énoncé que j'avais écrit une pièce. Donc j'ai eu une conversation avec Mickaël autour de cette pièce. Et je lui ai dit des phrases qui étaient en correspondance avec la profondeur, en fait, architecte de la pièce. Et là, il s'est reculé comme ça dans son bureau, et il m'a regardé, et j'ai cru qu'à ce moment-là, il avait compris que je n'étais pas du tout ce qu'il pensait que j'étais. Et hop, il s'est avancé comme ça sur le bureau, et il m'a bien regardé avec des yeux perçants, et puis il m'a dit, écoutez, on verra ça plus tard. Mais j'ai senti que d'un coup, il réalisait que je n'étais pas une sorte d'égérie années 70 perdue dans les couloirs du temps. Que j'étais bien positionnée dans ma réflexion. Puisque, en fait, en très peu de temps, j'ai désacralisé l'étudiante et j'ai montré, en fait, une valeur architecte. Donc, évidemment, il a été surpris. Il a été surpris, puis il m'a dit, bon, de toute manière, vous pouvez retourner, vous êtes chez Daniel Mesguich, allez-y, vous vous présenterez, etc. Donc, je suis arrivée en retard chez Daniel Mesguich, dans le cours de Daniel Mesguich. Pas énormément en retard non plus, mais en retard. Donc, j'étais assez contente. J'étais assez contente puisque je me souviens en fait que je ne suis pas arrivée en retard dans la salle, je suis arrivée en retard par rapport au moment où les gens sont arrivés en cours. Et donc je suis arrivée le jour après la convocation, ça devait être le lendemain ou le surlendemain, puisqu'on a 3 cours par semaine. Et je le vois habillé en blanc, avec des Santiago noirs. Alors déjà, ça m'a surpris parce que c'est une tenue que je portais quand j'étais adolescente. Je suis allée au concert de David Bowie comme ça, avec un pantalon blanc et des Santiago noirs et une veste noire. Et donc, je le vois, je me dis, mon Dieu, ça m'a marqué comme ça de voir quelque chose qui me rappelait mon adolescence, en fait, sur un homme qui était quand même assez, enfin, qui était plus âgé, quoi. Je pourrais jamais savoir quel est son âge, j'en sais rien. D'ailleurs, ça m'intéresse pas trop. Je prends les gens en général dans leur ensemble. Mais bon, pour le coup, j'ai été vachement intriguée par cette allure un peu de rockstar qu'il avait. Donc on rentre dans la salle et puis je me rends compte des élèves qui sont dans ma classe. Alors évidemment, il y avait des personnes qui étaient qui sont devenues des personnes connues. Notamment Sandrine Kiberlin, Florence Fiala, Samuel Le Bihan. Et j'ai oublié quelqu'un, mais ça va me revenir. Je ne pourrais pas te dire exactement qui est dans la classe. Je me souviens pas entièrement de tout le monde. Alors je sais que c'est frustrant, mais bon, ça vient aussi du fait que j'ai eu des problèmes de mémoire, et ce qui aussi m'a empêché de faire cette profession dans un cadre plus petit, on va dire, moins sur le rapport médiatique ou sur la grande scène. Et donc, ça a été difficile pour moi. Je l'ai perdu ma mémoire après l'an 2000. Je suis un éléphant en mémoire. C'est-à-dire que je suis capable de retenir les plats que je mange et je les retiens pendant 15-20 ans, des choses comme ça. Donc je suis vraiment un éléphant. J'apprends les textes en 3 fois. Je ne me trompe pas quand je sais mes textes. Donc j'étais une sorte de particularité sur la mémoire. Et c'était un exercice que je pratiquais depuis toujours.
Voilà, j'ai toujours pratiqué cet exercice. Donc de perdre la mémoire, c'était terrible, parce qu'il a fallu que je recompose ma vie. Et donc là, je ne peux pas dire qui était entièrement. Je peux pas dire, bon, là, je peux dire simplement les personnes. Non, je me souviens pas de tout le monde. Donc, quand je suis arrivée dans le cours, je suis arrivée donc en sorte de dilettante, quoi. Une personne qui n'était pas là, qui vient ici, qui est là maintenant, donc il faut faire avec, mais le train a commencé, donc j'ai dû grimper dans le train. J'ai tout de suite senti qu'il se passait un truc, qu'il se passait un problème. Seulement, je ne savais pas quoi. Je ne savais pas quel était le problème dans la classe. Donc, je ne pouvais pas savoir qu'en fait, j'allais passer une année horrible. Et que il était temps de demander la possibilité de changer. Mais je ne savais pas ça. Donc, il a fallu que j'attende. J'ai demandé la possibilité de changer de classe, mais ça n'avait rien à voir avec ni la qualité du professeur, ni la qualité des gens. C'est simplement que l'électromagnétisme ne correspondait pas à quelque chose de stable. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si je m'étais retrouvée dans un laboratoire qui ne me convenait pas. Quand j'ai vu ça, ça m'a choquée. J'ai été choquée profondément parce que comme j'avais déjà passé une année où j'avais trouvé que ça traînait un peu la patte et que il n'y avait pas assez de nourriture intellectuelle et que je suis assez goulue de ce côté-là, il me faut beaucoup de nourriture intellectuelle. Donc je me suis dit, mon Dieu, si en plus il y a trop d'électromagnétisme contraire, qu'est-ce que ça va être? On va se retrouver dans une forme du théâtre élisabétain, mais on va être plutôt dans du Shakespeare, un peu genre Macbeth. Ça va être infernal, quoi. Que va-t-il se passer? Et donc, je m'assois gentiment avec ma tenue années 70, parce que cette période-là, j'avais un espèce de pantalon à fleurs et une veste en daim que j'ai traîné un peu partout, que j'ai encore d'ailleurs, hein, que j'ai reprisé un nombre incalculable de fois, mais ma foi, c'était le seul truc que je pouvais mettre, donc voilà, c'était terrible, mais bon, il fallait assumer. Et donc, j'étais une espèce d'happy flower qui passait blonde avec un pantalon à fleurs. Et donc, je rentrais quand même en gravité dans le cours de Daniel Mesguich avec un pantalon années 70. Et donc, j'ai commencé à bosser tout de suite. Je me suis dit, bon, on va commencer par la tragédie parce que faisons quelque chose qui est en correspondance avec la logique de l'emploi. C'est vrai que je suis tragédienne, que c'est mon emploi, mais il se trouve que je suis aussi extrêmement drôle. Mais que pour me rendre ma part de drôlerie, il faut que l'exercice de style soit aussi à la hauteur. Je ne suis pas drôle uniquement pour faire du sketch ou la plaisanterie, genre Coluche ou des choses comme ça. Non, je suis drôle, je suis d'une drôlerie sur le comique de situation. Sinon, mon emploi en premier, c'est la tragédie. Et c'est là que je voulais puiser un peu mes lettres de noblesse. C'était ma façon de revendiquer. Alors évidemment, avec un pantalon années 70, c'est un peu difficile de revendiquer une allure de tragédienne, mais c'était dans mon droit aussi de défendre cette cause, puisqu'on n'était pas obligatoirement obligé de se juger physiquement pour l'aptitude. On ne peut pas représenter la statue grecque si on doit jouer la statue grecque, il faut y aller vers la statue grecque. Donc je m'étais dit, de toute manière, on ira bien vers la statue grecque. Si on doit y aller, on ira. Et donc, je commence à bosser. Je trouve une partenaire
très sympa, très bonne comédienne, donc c'est 10 fois plus facile de travailler avec des personnes qui n'ont pas de difficulté à s'investir dans le travail. Donc ça se passait relativement bien, on était bien positionnés et la scène était suffisamment élaborée pour entamer une véritable séance de travail. Coup de bol, on est dans le théâtre. Alors comme je travaillais en extérieur et que j'avais acheté du tissu pour éviter, puisque comme on était en dramaturgie, les cours de dramaturgie, et il avait dit faites un effort, mettez-vous en scène un petit peu, que moi je puisse déstructurer. Parce qu'en fait, il a une méthode où lorsqu'il voit quelque chose, il lui vient ensuite l'idée d'aller vers quelque part. Donc quelque part, ça peut être ou dans le sens de la proposition, ou de déstructurer la proposition et d'emmener l'élève sur un chemin qu'il ne connaît pas, mais sur lequel il est très bon directeur d'acteur. Donc c'est une excellente expérience, on ne peut pas mieux rêver que de se retrouver maîtrisé en fait dans le cadre d'une mise en scène, puisque c'est ce qu'on demande, c'est un metteur en scène, il n'est pas uniquement acteur, et donc ça commence à devenir hyper intéressant. Donc on est dans le théâtre, et j'arrive avec une tenue, une sorte de satin qui correspondait un peu à des vestales. Et comme c'était Phèdre Eunon, j'avais fait la même robe pour Eunon, mais dans le sens inverse. Ce qui fait qu'on ne pouvait savoir comment défaire en fait Phèdre et Eunon. C'était un parti pris. Il y avait une sorte de fusion entre ces deux femmes qui était une matière sur laquelle il fallait batailler aussi pour entendre raison, puisque Phèdre était tourmentée. Bon, Phèdre était un personnage qui était important pour moi, parce que j'avais commencé par le monologue, que l'on porte ailleurs, c'est l'honneur qu'on m'envoie, etc. Comme ça. Et donc, je voulais absolument finir ce travail sur Phèdre. J'avais envie de trouver ce qu'on appelle l'ossature, le rouage, quelque chose qui me libère en fait peut-être de quelque chose qui ressemblait trop à la vieillesse plutôt qu'à la maturité chez une personne qui est revendiquée, alors qu'elle n'est pas censée être comme ça. Enfin, donc voilà, moi j'avais abordé Phèdre comme une personne qui était dans une considération aussi de l'âge. Et il voit la scène comme ça, et évidemment il sort une cigarette, et puis il commence à faire bosser, mais le truc était tellement puissant qu'il ne savait pas par quel bout prendre. Parce que, évidemment, bien sûr, on était très bien positionnés et on n'avait pas mis énormément d'implication sur le mouvement scénique, puisque il y avait d'abord l'énonciation, comment prononcer correctement le texte, et ensuite avancer sur l'idéologie dramaturgique. Donc, comme on n'a pas non plus, on passe pas 3 heures sur une scène, étant donné qu'on monte pas la scène comme ça, c'était une introduction. Et l'introduction était puissante, donc ça l'a surpris. Il s'est dit, je vois cette fille qui est bien dans les années 70, un peu grunge, un peu Kurt Cobain, quoi. Et puis, d'un coup, il voit débarquer une sorte de chose bizarre, habillée, hein, et qui est en train de proférer du Racine. Donc il a pas voulu travailler. Voilà, il n'a pas voulu. Il a tout fait pour ne pas travailler. Donc on a fumé des cigarettes, il a parlé de choses et d'autres, et donc je me suis retrouvée avec cette scène, il n'y avait pas d'indication. Voilà, il fallait donc pour recommencer la scène, il a fallu trouver encore une fois des choses, et il a voulu travailler la scène, mais un tout petit peu plus tard, pour me donner une indication, mais
complètement hallucinante sur tout m'afflige et conspire à me nuire. Et ça n'en finissait pas, il fallait que je descende au sol comme une autruche un peu. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Je peux pas faire un plongé de la tête au sol en restant debout, quoi. Je vais me retrouver pliée comme ça, en position de yoga, sur tout m'afflige et conspire à me nuire. Ça va pas du tout aller, quoi. C'est ridicule là-dedans, on dirait un spoons. Donc je l'ai pris assez mal. Surtout qu'en plus on n'était plus dans le théâtre, puisque c'était une deuxième séance. Bon, quand je vais finir, je clôt en fait la problématique de Racine, mais il se foutait de ma gueule. Il me mettait une pression, comme ce qu'il avait fait avec le stylo. Il avait décidé de me mettre la pression. Voilà, c'était moi, ça y est, il avait trouvé à qui il allait mettre la pression toute l'année. Et donc, je me suis retrouvée vachement mal physiquement. Je me suis dit, je peux pas jouer Phèdre comme ça, avec le cul en l'air, c'est pas possible. Et donc, j'ai abandonné. J'ai dit, bon, ben c'est bon, on va passer à autre chose. J'ai bossé l'équivalent d'à peu près 25 scènes chez lui. Hein. J'ai proposé 25 scènes pendant l'année. Et donc, je me suis dit, comment je vais faire pour arriver à dégager en fait une séance de travail. Je me dis, bah, je vais reprendre quelque chose où ça s'est bien passé. Je me dis, je vais reprendre le partage de midi. Le texte, je le connais. Bon, normalement, ça devrait faire. Je vais essayer de trouver un partenaire et je demande à Samuel de faire mon partenaire. Il me dit oui. Donc, je suis contente puisque Samuel est physiquement à peu près, je ne me trouve pas devant quelqu'un de chétif, ni de décalé, puisque j'ai un physique quand même qui est assez grand, imposant sur scène. Et donc j'étais super contente, je me suis dit c'est bon, j'ai un partenaire. Comme j'ai dit dans les précédentes les précédents enregistrements, on était une sorte de promotion gladiateur. Donc c'était pas évident d'arriver à trouver à s'accorder les uns les autres, puisqu'il y avait des gladiateurs qui étaient plutôt chétifs, plutôt à la lance, plutôt machin, et puis il y a d'autres qui étaient des mastodontes, et dont Samuel qui faisait partie des forts physiques puissants sur le plateau, et je faisais partie aussi des physiques puissants sur le plateau. Donc j'étais super contente de pouvoir être harmonieuse avec une personne sur le plateau sans que ça fasse bizarre, quoi, hein. Donc je commence la séance, le travail. Ça se passe bien. Ça se passe bien, on s'entend bien. On n'a pas de friction, d'électricité bizarre. Le texte est fluide. Il comprend ma façon de jouer, je comprends sa façon de jouer. Donc on s'est senti plus ou moins bien dans le travail. Malheureusement, on est passé par une phase de travail un peu bizarre. Il a fallu on a pensé que c'était une sorte de vide qui devait se représenter, et on ne savait pas comment le représenter, ce vide. Donc on est allé le vivre physiquement, ce vide. Donc on est monté sur les toits et on a dit le texte sur une espèce de petit espace un peu qu'on trouve sur les côtés des cheminées. Un petit côté genre le Titanic, quoi, hein. Vraiment, c'était comme ça. Donc moi, j'ai failli me casser la figure quand même, hein. Et donc, on dit le texte et on sent qu'il y a l'équilibre qu'on veut trouver pour représenter la pièce, la scène, dans ce déséquilibre. Mais on se dit, mais comment on va faire pour exprimer ça dramaturgiquement? Et on en convient qu'il nous faut faire des tables qui sont empilées les unes sur les autres. Donc, dans le partage de midi, c'était pas très dérangeant. On pouvait imaginer que les deux personnes se créaient en fait un univers sur lequel ils avaient décidé d'être une sorte
d'esprit romanesque, un peu romantique, hein, et ça collait tout à fait parfaitement avec le partage de midi et la relation qu'il y avait entre Mesa et Isée. Donc on était contents, on tenait en équilibre, on s'était pas cassé la figure, donc ça allait. Tout allait bien, quoi. Et on était assez rayonnants. Donc on y va, fier comme Artaban. Hop, on installe notre matériel hein, sur le plateau, puis c'était dans le théâtre. Là aussi, pareil, hein, ils refusent de nous faire bosser. Et il nous dit, mais qu'est-ce que vous foutez en haut là-bas, là, du truc? Donc évidemment, on était en haut, on est redescendu. Je rigole maintenant, mais moi j'en ai pleuré hein, de cette scène. J'en ai pleuré parce qu'il nous a tellement humiliés que Samuel m'en a voulu carrément, quoi. Et donc, j'y étais pour rien du tout. Quand quelqu'un essaye de vous déstabiliser, c'est que quelque part, il trouve quelque chose aussi à déstabiliser. Il cherche à rentrer en contact. Et donc, je me dis, bah écoute, je ne sais pas quoi te dire. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il ne nous dirige pas vers quelque chose. Alors il nous dit, oui, mais c'est parce que vous n'êtes pas assez simple. Donc en gros, il fallait faire la vaisselle. Donc je me dis, mais comment ça, faire la vaisselle? Donc nous, on était arrivés à une imagerie qui était représentée l'abîme et en même temps quelque chose qui devait s'élever, puisque ils étaient en déséquilibre pour pouvoir développer aussi une sorte de, de projection de leur intérieur, comme on va retrouver dans certains passages de structure de Claudel. Et il dit non, 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 c'est pas comme ça du tout qu'il faut faire. Vous vous êtes planté, vous êtes parti dans la mauvaise direction. Donc il me fait tout redescendre, les tables, les chaises, les machins qu'on avait empilés. Il a tout fallu au machin. Et il a dit maintenant, toi, tu fais la vaisselle. Je dis mais je fais la vaisselle, c'est-à-dire vous êtes dans une situation normale, tu fais la vaisselle. Je dis moi, je peux pas faire la vaisselle. Je dis ben écoute, alors il me regarde, il refume une cigarette, il me dit ça, on ne pourra pas y arriver si tu ne fais pas la vaisselle comme je t'ai dit de faire la vaisselle. Du coup, je fais la vaisselle depuis toute ma vie, depuis l'âge de 15 ans, je fais la vaisselle. Donc je me suis dit, non, je ne veux pas faire la vaisselle. Ça me dérangeait profondément de faire la vaisselle. M'aurait dit, fais la machine à laver, peut-être j'aurais supporté. Mais la vaisselle, c'était pour moi, je dis, non, je ne suis pas au conservatoire pour faire la vaisselle, je refuse. Je refuse de faire la vaisselle. Donc Samuel, il pestait dans le coin en disant, bon, mais ben, fais la vaisselle. Donc je commence à faire la vaisselle quand même. Et la scène ne prend pas, évidemment. Parce que dans le rapport dramaturgique, il aurait fallu d'abord s'entendre sur l'intérêt de revenir sur une version complètement neutre de la vie au quotidien, avec un désintérêt en fait sur la prose que propose Claudel et sur le fait que ça soit légèrement emphatique aussi. Donc c'était difficile de faire de la poésie sans partir comme ça aussi avec un désir d'être une incarnation de cette poésie. C'est une sorte que... C'est pas que c'est un illogisme dans l'apprentissage aussi d'un texte. C'est après qu'on peut comprendre comment moduler son... J'allais pas dire sa musicalité, dans le texte. Et donc, j'arrivais pas à saisir ce qu'il voulait. Donc, ça a été qu'on a commencé à avoir une sorte de friction sur ce partage de midi. Donc, Samuel n'a plus voulu faire le partage de midi. Il a dit non, non, moi je refuse de travailler dans ces conditions. Ça n'a pas pris, c'est pas la peine d'essayer. Donc, on a abandonné le partage de midi. Et c'est donc la fin de l'histoire scénique et d'un partenariat possible avec Samuel Le Bihan, que je respecte et avec qui j'ai très très envie de bosser, puisque je ne tiens pas rigueur des événements qui se sont passés dans le cadre du conservatoire, étant donné que c'est de la logique.
Il n'y a pas quelque chose d'illogique, c'est de la logique aussi des événements qui doivent se passer aussi dans les cours. Je sais que c'est pas uniquement sur moi qu'il en a voulu, c'est simplement que c'était trop compliqué à développer sur la généralité de la classe. Et malheureusement, ce sont des événements qui ne peuvent pas être rattrapés. On ne peut pas dire, ouais, c'est pas grave, on va monter du billard ensemble, ou on va monter ceci ensemble. On ne s'est jamais retrouvé. Donc, je me suis sentie un peu emmerdée, parce que je savais pas quoi. Donc, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je vais bien pouvoir monter? Qu'est-ce que j'avais vraiment envie de travailler de la tragédie? J'avais envie de travailler du texte construit. Parce que le théâtre contemporain était quelque chose qui, pour moi, devait être abordé pas dans ces conditions. Je ne dis pas que le théâtre contemporain n'a pas... Mais bon, j'avais travaillé déjà Stoppard et je m'étais rendu compte que si on a envie de faire des progrès au sein du conservatoire, il vaut mieux quand même faire du texte qui contient un certain style. Il faut travailler du Shakespeare, il faut travailler du Corneille, il faut travailler du Racine, il faut y aller, quoi. Il faut aller mâcher de la matière textuelle afin de pouvoir se dégager de la complexité qui est proposée et de ne pas être compliqué. Puisque la difficulté, en fait, quand on est sur le plateau, c'est qu'on se rend compte qu'on est compliqué et qu'on ne sait pas se simplifier par rapport à... Et au lieu d'être dans la complexité et d'assumer d'être dans la complexité, on devient compliqué. Et c'est moi l'observation que je voyais. Je me disais, les gens sont compliqués, pourquoi ils sont compliqués? Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi ils ne descendent pas, ils ne retrouvent pas l'état racine en fait du texte? Donc c'était ça que j'avais envie de bosser, moi. Je voulais ne pas être compliqué sur le plateau et être dans la complexité pourtant, pour qu'il y ait un exercice à pratiquer et qui me libère, moi, de la réflexion. Puisque toute la difficulté pour un comédien, c'est de respirer son texte. C'est d'avoir le placement respiratoire, de connaître son corps, de le ressentir et d'être léger, y compris dans le drame. Pas d'être dans le drame pour être dans le drame. On ne se roule pas par terre pour se rouler par terre. On se roule par terre parce que c'est une cascade. On ne fait pas un effet... Enfin, moi, je ne suis pas comme ça. Je ne cherche pas quelque chose dans la gestation. Parce que sinon, il faut faire ce qu'on appelle du cinéma... un peu comme ce qu'a vécu Coppola avec Apocalypse Now et ses comédiens. Il faut rentrer dans l'art et puis pas rien lâcher jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. Donc là, je ne pensais pas que c'était l'exercice qu'il fallait pratiquer sur scène. Donc j'ai pas trouvé tout de suite qu'est-ce que je devais travailler. Donc j'ai travaillé le monologue d'Hermione. Le monologue d'Hermione, ça a été là aussi pareil. Il a fallu que je sois par terre. Il a voulu que je sois par terre et j'étais malheureusement dans une salle qui n'était pas terrible. Le problème des salles, c'est que toute la difficulté, c'est lorsque l'on est dans le théâtre, on est littéralement dominant. Donc on est très impactant. Donc c'est super, mais on est très impactant dès qu'on monte sur scène. Et quand on est dans les autres salles, c'est selon un peu la position où se trouve le proscénium. Et des fois, on est trop haut par rapport à la notion des chaises qui sont autour, et donc ça fait une géométrie bizarroïde. Et on ne sait jamais vraiment comment se... Ça, ça a été aussi les petits problèmes techniques qu'on a pu rencontrer, qu'il a résolu
à sa manière, puisqu'il a mis pour une de mes scènes, il m'a fait descendre sur la moquette et tout le monde était sur le proscenium. Bon, je reviendrai peut-être sur cette scène. Et donc, j'ai pas eu la sensation qu'il avait envie de me faire bosser. Donc, il avait fait son casting. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un comme ça, puisque il est metteur en scène, c'est son défaut, il faut l'accepter. On apprend de toute manière à être assis en cours. Ça, je le certifie conforme. Je ne regrette pas d'avoir eu Daniel Mesguich comme professeur, mais je regrette de ne pas avoir réussi à l'intéresser et à être une figure sur laquelle il pouvait reposer une sorte de logique à penser. Et donc, je n'ai pas réussi à l'intéresser. Et donc, je me suis retrouvée un peu comme un joueur de foot qui ne monte que si jamais il y en a un qui se casse la cheville, quoi. Pourtant, j'ai bossé 25 scènes. Hein. Enfin, j'ai appris 25 scènes et je suis montée sur le plateau 25 fois, 25 fois plus tout le nombre de fois qu'on a bossé. Mais ça s'arrêtait toujours en chemin. Il ne voulait pas bosser avec moi. Voilà. Il n'y a rien à faire. Donc, j'ai appris... Alors, je tiens à dire pour l'anecdote que c'est une personne avec qui j'aimerais bien bosser maintenant, par exemple. Mais d'une autre façon. Pas ce qu'on appelle de comédienne à metteur en scène, mais plus sur un exercice qui me paraît être le plus intéressant dans la relation. Et donc, j'ai pris mon mal en patience et je suis quand même allée voir si je ne pouvais pas changer de cours. Parce que j'ai eu une angoisse et je me suis dit, si jamais j'arrive pas à décroter en fait ma personne en deuxième année, qu'est-ce que je vais pouvoir moi penser de ma proposition scénique et du style qui peut être défendu, un peu comme ce qu'on a la gueule de l'emploi, où il fallait que je puisse moi sentir quelle était ma particularité et en quoi je pouvais être bankable aussi en tant que comédienne de théâtre ou actrice. Et donc je me suis dit qu'il faut que je rencontre quelqu'un, il faut qu'il y ait une rencontre. Il n'y avait pas de rencontre. Donc je vais voir et j'ai dit, est-ce que je peux changer de classe? Il me dit, tu vas aller où? J'ai dit, je voudrais aller chez Stuart Side. Parce qu'il y avait Jean-Pierre Vincent. Mais Jean-Pierre Vincent, ils avaient commencé à faire un travail sur Shakespeare. Donc tout le monde était plus ou moins checké. Ils étaient déjà en route, ils faisaient un gros travail sur Shakespeare. Et donc, je serais arrivée un peu, encore une fois, comme un cheveu sur la soupe. Alors que chez Stuart Side, il y avait une ambiance qui était créée, mais il n'était pas sur un travail particulier. Il y avait quelque chose sur lequel je voulais. Donc j'ai dit, est-ce que je peux aller chez Stuart Side? Peut-être ça va mieux fonctionner. Et puis il me dit, non, c'est où ça ou c'est Yegel? J'ai dit, bah non, je vais rester chez Mesguich. Parce que Yegel, j'ai déjà eu la première année. Je ne vais pas retourner chez Yegel. Elle va me laisser encore sur le côté, me dire, mais toi, j'ai pas besoin de bosser. Donc, je retourne chez Mesguich, que j'adore. Hein, j'ai beaucoup appris dans son cours. Je vais dire franchement, j'ai appris l'analyse objective. Puisqu'en général, on fait des analyses subjectives. On suppose qu'on analyse quelque chose et on essaye de se projeter en fait dans l'analyse. En fait, j'ai appris à être objective dans l'analyse. C'est-à-dire de savoir distancer. J'ai fait de l'abstraction, quoi. Voilà. Et donc, à partir du moment où je suis rentrée dans ce système, je me suis aperçue aussi d'une autre chose,
c'est la variation sur l'égrégore. Alors l'égrégore, en fait, on retrouve ça plutôt dans le surnaturel, c'est-à-dire l'égrégore, l'esprit frappeur, etc., ce genre de choses. Et donc j'ai commencé à observer une sorte d'égrégore qui était en train de se construire. Donc je vais arrêter ici l'enregistrement et puis j'essaierai d'embrayer donc le prochain parce que je fais des petites sessions entre 30 et 40 minutes et donc j'essaierai d'expliquer dans le prochain enregistrement qu'est-ce qui m'a frappé dans cette affaire.